Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous un extrait d'une discussion très intéressante qui a eu lieu entre Abdou Smar et un entrepreneur suisse, Monsieur Avni Nassofowski. C'est un très grand entrepreneur et un chef d'entreprise suisse qui travaille dans le secteur de la construction, du développement durable et du développement des solutions pour l'eau et pour les routes et pour différents projets, grands projets, euh, pour les États. Il est très actif sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest, aux régions du Sahel et un petit peu au Maghreb aussi. Donc, je ne vais pas trop m'étaler, je vous laisse découvrir un petit peu et on va faire notre réaction comme d'habitude, hein, en fur et à mesure. Alors, voilà. Voilà, on a écouté Monsieur Avni, passionnant. Donc, on apprend qu'avec l'humidité, on fait de l'eau. On apprend qu'avec du polymère, on peut faire des routes, etc. C'est vrai, voilà. On n'a pas l'habitude de parler de ça quand on parle de l'Algérie, mais voilà, on a voulu, le contenu est intéressant. Oui, Monsieur Avni, vous voulez rajouter quelque chose? Je veux Allez-y. rajouter quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, imaginons-nous, l'Algérie, c'est un continent, c'est un géant, Ouais. d'accord? Et pourquoi je parle de l'armée algérienne? C'est pas parce que j'ai envie de parler d'armée, mais parce que nous avons fait en Mauritanie quelque chose, d'accord, similaire. Vous pouvez faire les aéroports dans plein désert pour les drones, avec les marquages que vous pouvez voir que vous, avec l'immunopaint qu'on a dans notre technologie, ça veut dire qu'il absorbe la lumière de la journée, puis elle reflète, c'est comme un aéroport, ça veut dire exactement. Et plein de désert, pour les drones, pour différents trucs. Voilà ce que je voulais rajouter. Parce que ce n'est pas que pour les routes. On peut faire les chemins de fer, on peut faire stabiliser les chemins de fer, plein de choses. Franchement, c'est très intéressant. Richard. On peut parler avec Monsieur Avni pendant des heures. Voilà, parce qu'il s'agit de solutions innovantes, on est curieux, on est étonné, le monde évolue, et Monsieur Avni, voilà, il incarne cet entrepreneuriat technologique. On mise toujours sur une nouvelle technologie pour faire du business et créer de la valeur ajoutée. Donc juste pour clarifier un petit peu, parce que là, au début de la discussion, on a parlé de différentes solutions, mais surtout deux solutions très pertinentes. En ce qui concerne d'abord le domaine des routes, c'est une technologie qui va aider à stabiliser la forme de la route avant qu'on rajoute une couche bitumineuse ou de l'asphalte au-dessus. La couche supérieure n'est même pas de 5-6 cm, mais c'est plutôt la forme de la route. C'est ça la technologie que M. Avni propose. C'est une technologie révolutionnaire qui offre une garantie de stabilité des routes pendant une quinzaine d'années. Et il a même offert des exemples de projets similaires qu'il avait déjà entrepris dans plusieurs autres pays. Donc c'est ça le. Et la deuxième solution, ça concerne l'eau, la production d'eau, mais à travers, c'est un système qui va capturer l'humidité dans l'atmosphère, dans des zones où il y a un gradient, une différence de température entre la plus haute température dans la journée et la température très basse dans le soir ou dans la nuit. Typiquement, ça, c'est dans les régions désertiques. Donc, pour l'Algérie, c'est très intéressant. Pour des régions du Maroc, de la Libye, donc tout le Maghreb, c'est très intéressant comme solution pour faire de l'eau. Et ce qui est plus intéressant dans cette solution, c'est qu'elle est moins chère que le dessalement d'eau. Si un litre d'eau par dessalement va coûter 80 0,80 ou 80 centimes à l'euro, un litre par cette technologie va coûter 20 centimes d'euros. Donc voilà. Donc c'est 4 fois moins cher que le dessalement d'eau et c'est une solution très, disons, très flexible. C'est moins d'investissement pour plus de rendement et c'est très très intéressant. Donc voilà. Ça, pour résumer tout ce qui a été dit dans le début de la discussion, pour avoir le contexte quand on parle de solution, c'est ça. Donc voilà, je vous laisse continuer. Et maintenant, on va parler de plusieurs choses et comment l'Algérie est en difficulté pour pouvoir attirer ce genre d'investissement. Je vous laisse voir. Est-ce qu'un pays comme le nôtre, pourquoi un pays comme le nôtre
n'arrive pas à abriter des entreprises comme celle de M. Avni. M. Avni, il vient de le dire, ils ont un projet en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, au Congo, Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on attend en Algérie pour attirer ce genre d'entreprise? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer? Alors, Avni, je le connais depuis maintenant plus de 2 ans. Plus de 2 ans, on discute presque tous les jours, tous les projets. J'ai été le voir là-bas, en Suisse. J'ai vu de mes propres yeux tout ce qu'ils vous viennent de raconter. C'est concret. C'est quelque chose où les Africains, beaucoup de décideurs africains sont à l'écoute. La preuve, c'est que là, dans les prochains jours, on a 3 pays qui sont très demandeurs, qui nous attendent. Lesquels? Le Maroc, le Burkina Faso, le Mali et le Congo. Demandeurs de ce qu'on vient d'aborder, des solutions de traitement de l'eau et des constructions de Tout ce que routes. mon ami Avni vient d'exposer. Ouais. Alors, bien sûr, tu vas me poser la question, pourquoi tu connais tout ça, etc. C'est une façon de répondre à ta question pertinente. C'est bien évidemment, je connais l'Algérie un peu. Ah, beaucoup comme on serait quand même. Un peu. Quand j'ai eu les premiers échanges avec Avni sur l'eau et sur les routes, sur les bandes solaires de signalisation, etc., les premières images, les premières décisions, etc., qui sont venues dans ma tête, c'était l'Algérie. Je vais te donner un exemple et peut-être tu vas trouver la réponse dedans. Tu l'as évoqué longuement, il a essayé de te répondre honnêtement. C'est l'histoire du dessalement. L'histoire du dessalement, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Ça commence à devenir une vieille technologie. Tout le monde, etc. Mais il t'a donné un argument capital. Pourquoi les gens sont réticents? Mais moi, je ne vais pas te parler de théorie, je vais te parler de concret. Un des premiers pays qui a mis beaucoup d'argent là-dessus, c'est l'Arabie Saoudite. C'est vrai. Alors, certes, à leur niveau, ils ont réglé le problème, mais le problème qui t'a soulevé est venu tout de suite se poser, c'est la concurrence avec l'eau naturelle. L'eau qui arrivait de l'Euphrate, qui arrivait de Turquie, etc., était meilleure et beaucoup plus économique. C'est pour ça qu'on dit qu'au Moyen-Orient, si on veut régler la question du conflit israélo-palestinien, il faut d'abord régler la question de l'eau. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, l'Arabie Saoudite, ils ont obtenu le prix d'un litre excessivement cher, y compris pour leur propre population. Et donc, pour éviter toute concurrence, ils ont mis pression sur la Turquie, laquelle Turquie était obligée de couper l'Euphrate pour vraiment, complètement, quasiment éliminer l'Euphrate, etc., pour juste te comprendre. Donc, ça veut dire quoi? Et puis, culturellement, la culture politique des décideurs publics en Algérie. Ils n'iront pas sur la question de la condensation. Il t'a fait une explication scientifique. Et personne n'y pense. Il te dit, la journée, c'est très chaud. La nuit, on peut avoir même des températures négatives. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a de l'humidité. Moi, j'ai vu son système, là-bas, à Genève, dans la vallée. Et je l'ai vu que ce n'est pas compliqué, c'est très, très simple. Mais pourquoi les décideurs n'iront pas sur ce type? Alors que ça peut régler tous les problèmes des villages, tous les problèmes isolés. Il t'a parlé de l'armée, on peut parler de beaucoup de choses qui sont isolées. C'est des méthodes extraordinaires. Tu as minimum 4000 litres jour. Potable, hein? Attention, potable. On ne parle pas pour arroser les matins ou faire tes douches ou quoi que ce soit. Pourquoi? Celui qui va décider, la technologie du dessalement coûte excessivement cher. Par conséquent, je ne dirais pas la honte, mais le niveau de corruption sur la décision publique sera extrêmement élevé. Parce qu'il y a des enjeux financiers plus importants. Énorme. Alors, Et ben voilà, nous avons notre réponse, c'est la corruption. Le système algérien ne cherche pas des solutions qui sont efficaces pour trouver de l'eau et trouver des solutions qui vont être bénéfiques pour la population et pour
tout le pays. Non, il cherche certainement à trouver des solutions qui vont lui permettre de se procurer de l'argent à travers de la corruption, tout simplement. Mais en l'occurrence, il y a d'autres pays africains, on a eu des exemples, le Maroc, le Congo, le Burkina Faso, des pays qui essaient de trouver des solutions modernes, des solutions techniques plus avancées, soit le dessalement et pourquoi pas encore cette technologie de condensation d'eau qui est beaucoup plus efficace et qui est moins coûteuse. Bah, c'est ça les dirigeants qui cherchent le bien pour leur pays, qui cherchent le développement. Et malheureusement, l'Algérie n'en fait pas. Malheureusement. Alors que sur les condensateurs dont il t'a pas donné, etc., pour un village, etc., tu peux compter entre 1200, 1300, 1500 euros. J'ai vu de mes propres yeux. D'accord? Mais ce n'est pas intéressant pour Ça a eux. été expérimenté dans des pays africains. Ça a été dans les pays africains, on est au Mali, etc. On est en train de mettre en place un certain nombre d'expérimentations, mais moi surtout, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, quand j'ai été voir Avni chez lui, etc., il a mis en route le système, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, juste pour que tu comprennes que je ne crois pas que les experts algériens ne sont pas au courant de toutes ces innovations. Avni a été combien de fois en Algérie? Plusieurs fois. Il a discuté avec plusieurs autorités, tout le monde. Mais un décideur, je dis bien, je parle bien des décideurs publics, va dire, ah, combien ça coûte? Si ça ne monte pas très haut, ce n'est pas un critère de décision publique. Le critère de décision publique, ce n'est pas l'intérêt du peuple, ce n'est pas l'intérêt de répondre à un problème, c'est le niveau de la cupidité. C'est le niveau de ce qu'on peut retirer comme argent. D'accord? Donc c'est ça ce qui fausse toute la pensée, toute la réflexion, toute la rationalité économique. Donc tu vois, tu peux prendre n'importe quel sujet, il y en a d'autres systèmes. Mais là, ce qui te dit sur les routes, on a donné nos routes aux Chinois. Ça a été un massacre. Ouais, Tu as entendu, il t'a dit, en catalan, la garantie déjà, ça fait 14 ans. Quelle garantie on doit donner plus? Non, c'est magnifique. Voilà. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais les Chinois, au bout de 6 mois, il faut que tu repartes pour refaire, etc. etc. Pourquoi? Mais simplement, quand tu donnes aux Chinois des kilomètres, etc., avec la méthode traditionnelle, ça coûte excessivement cher. Le prix d'un kilomètre carré avec sa méthode et d'un méthode qui c'est quasiment, allez, 1,5 million à 200 000, 300 000. Oui, alors on va avec bitume qu'on rajoute Ouais, parce qu'on veut faire des limonopènes, tout ça, même 500 000. Voilà. Donc on est, voilà, kilomètres. Hein. Et alors qu'avec la méthode, etc., c'est 1,5 million. On divise le coût par 3. Absolument, absolument. Plus, dans les 500 000, nous, on inclut quelque chose d'extraordinaire. Je t'en ai déjà parlé. C'est ces bandes de signalisation partout, que ce soit sur les aéroports, les ports, les routes désertiques, les montagnes, les villages, partout, les villes, la sécurité, etc. C'est ces bandes de peinture, qui sont des peintures à l'eau, qui sont des bandes solaires, qui s'illuminent, qui éclairent les routes, gratuitement. Quasiment, tu as 10 heures d'autonomie. Donc, il y a des choses à faire. Ce n'est pas un souci. Voilà, par exemple, le Burkina Faso, là, ils viennent nous appeler. Tout de suite, vous faites des kilomètres et des kilomètres, etc. C'est fondamental. Mais un pays comme le juste pourquoi? Parce que son Excellence Ibrahim Traoré, il a donné une ordre de faire ce qui est mieux pour la population puis pour lui. Oui. Ibrahim Traoré, c'est le président actuel de l'autorité de transition Oui. Non, mais à Ouagadougou. Non, mais je un suis militaire de carrière. Attends, moi, on en a déjà parlé. Moi, je ne discute avec aucun ministre africain. Voilà. Moi, je regarde, je discute avec deux décideurs. Dans la sphère publique, si ce n'est pas le chef d'État, je ne discute pas. Donc, ça ne sert à rien. Donc, en conclusion, il faut sensibiliser le chef d'État. Si le chef d'État est sensible à l'utilisation des solutions innovantes et à la découverte des nouvelles technologies, etc., un pays peut progresser. Bon, c'est pas juste la question du chef d'État et le sensibiliser. C'est pas question de sensibilisation, c'est question de volonté politique, Monsieur Abdou. C'est pas qu'il ne le sait pas.
il sait très bien, et les scientifiques et les universitaires et toutes les entreprises algériennes, même s'ils sont assez rudimentaires, ils connaissent très bien que ces technologies existent. Tout le monde connaît que ces technologies existent. C'est juste que c'est question budgétaire, mais l'Algérie n'a pas de contraintes budgétaires, elle a tout l'argent qu'il le faut pour développer. C'est plutôt question de volonté politique. Et c'est ce qui manque cruellement à l'Algérie. Et c'est pas seulement Tebboune, hein, c'est le système. Tout le système algérien refuse de développer l'Algérie pour une raison simple, c'est qu'il veut maintenir le pouvoir sur la rente. Investir tout son argent dans du développement ou une grande partie de son argent dans du développement sans tricherie, sans corruption, ça marche pas avec lui. Ça ne le va pas. Tout simplement, il faut l'accepter. Tout simplement pour pouvoir le combattre. Mais sinon, ça va pas changer, hein. Si on reste à sensibiliser, ça sert à rien de sensibiliser quelqu'un qui te prend pour un idiot, en fait. Mais si un chef d'État est déconnecté de ce monde-là, ça va très difficile de développer un pays. Est-ce que je me trompe, monsieur Avni? Normalement, c'est exactement ce que vous dites, c'est ça. Parce que c'est le chef de l'État qui donne comment on peut dire, il donne feuille de route à ses ministres. La planification d'un pays. C'est encore une fois, moi j'assiste pourquoi aux planifications, parce que la priorité c'est quoi? Si aujourd'hui on n'a pas les routes, il y a l'économie qui ne va pas. Ça veut dire, allez on va dire, ce qui fait les pommes, il ne peut pas les transporter. Ok, l'Algérie c'est encore un pays qui est développé par rapport à certains pays africains. Voilà, pays africains. Et moi ça me fait mal au cœur. Parce que vous voyez, quand je parle pour les pays africains, je ne parle pas comme les autres, comme les pays, par exemple, européens et tout ça. Ça me touche énormément parce que il faut absolument qu'on fasse tout pour que les chefs d'État de tous les pays africains, ils prennent ce concept, ça veut dire ils adaptent cette technologie et ils donnent l'ordre aux ministres et tous les travaux publics et tout ça qui passent par cette solution. Un jour, j'espère. En tout cas, ça, c'est notre souhait. Moi, sincèrement, c'est quelque chose qui commence sincèrement à me poser beaucoup de questions. Je ne crois pas que les présidents africains, ce sont des idiots. Je ne crois pas à ceux qui dirigent l'Algérie que c'est des idiots et des abrutis. C'est ce qu'on espère, du moins. Non, mais attends, tout ce qu'on dit, on n'est pas en train, il ne faut pas être un génie pour le comprendre, c'est le bon sens. Le problème, quels sont les critères de décision? Qu'est-ce qu'on veut faire? D'accord? Et ça, on est tous en train d'être d'accord. Pourquoi c'est extraordinaire? Et pourquoi on ne choisit pas? C'est pas parce qu'ils ne sont pas au courant, ils sont au courant de tout, ils connaissent les prix, etc. Le jour où on va régler un problème, d'Alger jusqu'à l'Afrique du Sud, de tout le continent africain, c'est le même cancer, c'est la même maladie qui tue l'Afrique. C'est la corruption. Tant qu'on n'aura pas réglé la question de corruption, il n'y aura jamais de rationalité économique. La rationalité économique est incompatible avec la corruption. Très joli mot, très joli mot. Alors, le mot de la fin. Bon, juste sur ce point de la corruption, on va jamais éradiquer la corruption. Ça, c'est une approche un petit peu plus... c'est trop radical. Il faut avoir une vision. Déjà, c'est une volonté. Il faut avoir la volonté politique pour développer un pays. Il faut que le chef de l'État ait une volonté politique pour ramener et fédérer autour de lui le pouvoir politique et économique et tout, et même les instances civiles pour qu'ils puissent pour que le pays puisse mettre ses ressources ses ressources financières et c'est un engagement pour développer l'infrastructure et les moyens économiques du pays.
c'est un projet sociétal, économique, et c'est un projet d'État, et c'est un projet de peuple aussi. Donc c'est une volonté, parce il y aura toujours des gens corrompus, mais ça ne devrait pas arrêter le développement. Il faut lutter contre la corruption, avoir un système juridique fort et minimiser la corruption, avoir un minimum possible de corruption. Parce qu'on ne va jamais éradiquer la corruption et si on va avec cette logique, on va se bloquer. On se trouvera bloqué. C'est ce qu'il y a dans le... mais encore, on parle... il y a des niveaux de corruption. Parce qu'en Algérie, franchement, c'est à un niveau extraordinaire. Hein. C'est depuis... c'est les militaires, c'est tout le système en fait. C'est pas quelques agents du système qui sont corrompus, c'est le système lui-même qui est corrompu. Et ça, c'est le grand problème de l'Algérie. D'autres pays en Afrique, il y a différents degrés de corruption dans différents pays africains. C'est pas toute l'Afrique qui a le même degré ou le même problème que l'Algérie. C'est juste une petite clarification sur ce point. Mais effectivement, c'est la corruption qui bloque toutes sortes de développement et n'importe où, en différents degrés, partout en Afrique. C'est vrai, oui. Globalement, c'est vrai. Le réserver, cher Avni. Juste, est-ce que, cher Avni, vous pouvez nous dire, est-ce qu'un pays aujourd'hui africain, un pays maghrébin comme l'Algérie, est-ce qu'on peut devenir un pays aussi développé qu'un pays occidental, qu'un pays européen? Et qu'est-ce qu'il faut selon vous, vous qui êtes un capitaine d'industrie dans le domaine de la construction, du BTP, traitement de l'eau, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pays africain, un maghrébin comme l'Algérie, puisse atteindre le niveau d'un pays développé comme un pays occidental, le niveau de développement d'un pays occidental par exemple? Moi, je connais très très bien la politique internationale, mais je vais vous répondre exactement ce que vous me demandez. Je pense l'Algérie ou Maroc, on va dire l'Algérie ou Maroc ou les autres pays maghrébins, ils pouvaient être Dubaï de demain. Je pense que l'Algérie, elle a la potentiel, elle a zéro dette, elle a une potentiel dette, elle peut surpasser de Dubaï, en tout point de vue, parce qu'elle a une proximité avec l'Europe, elle peut exporter comme importer, en face, parce qu'il y a plus de 500 millions d'Européens en face d'elle, et je le souhaite qu'il prenne ce chemin, parce que s'il prend ce chemin, Algérie de demain, c'est les Européens qui vont aller chercher le travail en Algérie ou au Maroc ou ailleurs. Mais c'est encore une fois, comme il a dit, il faut une prise de politique telle que... Il faut ouvrir un petit peu les portes aux investisseurs, mais moi, je ne suis pas autant pessimiste pour l'Algérie. Donc, plutôt, je suis positif pour l'Algérie, pour le Maroc et pour tous les pays, sauf la Libye, parce que voilà, il y a encore de l'instabilité, malheureusement, bien sûr. Mais voilà, même s'ils ont, en l'occurrence, un très bon Premier ministre, M. Oubeiba, que je le salue au passage. Merci beaucoup, Monsieur Avni. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de partager avec nous votre expérience, vos solutions, vos propositions, vos observations sur le développement. Merci beaucoup, cher Al-Astrid Ahmadi, d'avoir accepté aussi notre invitation et de nous faire part de ton expérience. Bon, voilà, c'était ça. J'espère que vous avez bien apprécié cet extrait. En fait, ça nous donne une petite vision sur ce que les entrepreneurs étrangers pensent et aussi une petite vision sur ce qui existe comme technologie et comme solution pour le développement urbain et le développement durable dans notre cher Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie, pourquoi pas. Et c'est vraiment intéressant. Lui, il pense que si on peut adopter de nouvelles technologies et aller de l'avant en luttant contre la corruption, pourquoi pas devenir le nouveau Dubaï ou Abu Dhabi ou simplement un pays développé. C'est possible, mais il faut d'abord lutter contre la corruption et avoir une volonté politique et sociétale d'entreprendre des projets et avoir des chantiers ouverts et un esprit ouvert sur les entrepreneurs étrangers, les nouvelles technologies et aller dans ce chemin,
c'est un projet de société, c'est un projet très intéressant pour tout le Maghreb et toute l'Afrique. Euh, il est temps de se développer et d'arrêter d'avoir cette vision négative sur les pays du Maghreb ou du Sahel ou de l'Afrique. On peut se développer, il est possible de se développer, il faut juste le vouloir et le concrétiser sur le terrain. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.